Bonjour à tous, c'est Asma du site Aide Test Anglais. Aujourd'hui, comment réussir la partie 7B du TOEIC, la deuxième partie de la partie 7. Je vous explique tout ça après l'intro. Cette vidéo que je vous fais aujourd'hui vient compléter la première vidéo que j'ai faite sur la partie 7A du TOEIC, la première partie de la partie 7. J'ai créé ces vidéos en réponse à un commentaire dans lequel on me demandait comment réussir au mieux la partie 7. D'ailleurs, si vous avez la moindre question sur ce test d'anglais, vous êtes libre de me laisser un commentaire, à me faire part de votre problème et j'y dédierai une vidéo exprès à ce sujet. Avant de démarrer, si vous me découvrez sur cette chaîne, sachez que j'ai un site internet où je documente mon parcours d'apprentissage de l'anglais et en particulier de ma préparation TOEIC. J'ai d'ailleurs pris l'engagement sur mon site internet de le repasser tous les 2 ans à la fin de validité de mon certificat afin de continuer à vous partager du contenu toujours mis à jour sur ce test d'anglais. Parce qu'en réalité, la connaissance d'une langue, ça s'apprend et ça s'entretient régulièrement pour ne pas perdre son niveau. Et je pense sincèrement que l'apprentissage de l'anglais et que la préparation au TOEIC est à la portée de tout le monde. Ce parcours est certes long, mais véritablement à la portée de toute personne motivée et déterminée. Mais maintenant, revenons dans le cœur du sujet. Comment réussir la partie 7B du TOEIC, la toute dernière partie du TOEIC, la deuxième sous-partie de la partie 7. Alors tout d'abord, pour comprendre, la partie 7B est reliée à la partie 7A. Il n'y a pas véritablement de frontière entre ces deux sous-parties. Elles intègrent toutes les deux la partie 7. Ce qui différencie la partie 7B de la partie 7A, c'est que pour la B, vous avez un total de 5 corpus de documents. Donc quand je dis documents, ça peut être email, échange d'SMS, affiches publicitaires, factures, bons de commande. Tout ça, ça peut correspondre à un document en fait. Donc parmi ces 5 corpus, vous avez 2 corpus comprenant 2 documents et 3 corpus comprenant 3 documents. Donc là, la différence fondamentale avec la partie 7A, c'est dans la A, vous n'avez qu'un seul document à traiter avec entre 2 et 4 questions. Donc pour ces 5 corpus de documents, vous devez à chaque fois répondre à 5 questions différentes. Donc vous l'aurez donc compris, dans cette dernière sous-partie, vous devrez répondre à 25 questions. Et pour que cette vidéo maintenant ne soit pas redondante avec la première vidéo sur la partie 7A que j'ai réalisée déjà, là ici je vais vraiment relever 3 points spécifiques totalement différents de la partie 7A et que je pense bien spécifiques à la partie 7B pour vous permettre en fait d'aborder plus sereinement cette partie. Donc pensez bien à bien compléter cette vidéo avec la vidéo que j'ai déjà réalisée sur la partie 7A. Donc d'abord le premier point que je voulais relever ici sur la partie 7B, c'est de bien recouper les informations. En effet, une même information peut changer d'un document à l'autre. Parce qu'ici, toute la difficulté ici, ça va être de jouer entre les plusieurs documents, de les étudier quasi en même temps pour pouvoir répondre au mieux à la question qui vous est posée. Donc là, ici, toute la difficulté ici, si dans un corpus de documents, on vous parle d'une information, quand je parle d'information, ça peut être, par exemple, le tarif global d'une facture, la date d'arrivée ou de départ d'un avion, le jour d'un meeting qui est prévu. Cette même information peut varier d'un document à l'autre. Par exemple, une question type qui peut vous être posée, c'est si on reprend l'exemple de la facture, quel est le montant global de la facture? Cette information-là qui est correcte, vous devrez la choisir parmi les 4 propositions de réponse qui vous seront proposées. Et parmi celles-ci, on peut retrouver plusieurs montants et ces montants-là peuvent apparaître un peu partout dans le corpus de documents. Donc c'est-à-dire par exemple, ce montant peut être différent sur un bon de commande. Imaginons qu'on vous le présente en document 1, peut être différent sur une facture finale qu'on vous présente en document 3, ce qui va vous permettre de déterminer le montant correct. C'est par exemple si vous avez dans un email, en document 2 par exemple, un montant qui aurait été changé en fonction d'un article ou d'un élément qui aurait été rajouté ou de frais de livraison qui auraient été à rajouter ou enlever. Cette commande modifiée peut faire changer le montant global de la facture. Donc là, l'astuce ici que je vous donne pour choisir au mieux la réponse correcte, c'est de bien repérer les dates des documents pour vous permettre de vous donner la chronologie. Par exemple, de la commande, pour en prendre mon exemple sur la commande, ça peut varier d'un document à l'autre. Alors, exemple notable aussi, ça peut être valable aussi dans des horaires de vol. Un vol d'un avion qui peut changer au fur et à mesure des documents. Donc là, la difficulté ici de la partie 7B vraiment spécifique à cette partie, c'est que vous allez devoir recouper la même information sur différents documents. Donc le montant de la facture peut varier d'un document à l'autre.
Autre exemple, les heures d'arrivée et de départ d'un avion peuvent changer selon le document consulté. De plus, essayez de prêter attention à des détails qui sont souvent négligés, comme l'objet de l'email, le destinataire, l'expéditeur. Ça peut véritablement vous apporter un avantage supplémentaire pour comprendre le corpus de documents en profondeur et vous permettre de surcroît d'établir la chronologie. Donc voilà pour ce premier point qui distingue la partie B de la partie A. Deuxième point que je voulais revenir, c'est de bien lire les questions. Un exemple notable, si on vous pose la question suivante, à quelle heure doit-il embarquer pour être à l'heure à son meeting? C'est une question différente de à quelle heure commence son meeting. Et parmi les 4 propositions de réponse, on peut vous proposer 4 horaires différents. Donc ça peut vraiment vous paraître bateau comme point, mais je tenais vraiment à le souligner parce que je suis déjà tombée plusieurs fois dans le panneau. J'ai mal lu et mal interprété la question et ça m'a mené à choisir une mauvaise réponse. On voit le mot meeting dans la question, alors on se dit l'heure du meeting, alors que non, la question posée a un tout autre sens. Alors sur ce même point, remarque importante, faites attention aux not question. C'est un piège commun dans la partie 7, mais vous avez des questions interro-négatives qui vous sont posées. Et ça, c'est un piège délibéré. Ça va vraiment tester votre capacité à comprendre une question. Donc vraiment, il faut s'imprégner d'abord des questions, bien comprendre et essayer si possible de reformuler cette question, si c'est une not question, de façon affirmative pour vous aider un peu à mieux comprendre. Les questions avec notes, c'est vraiment un calvaire pour moi, mais il y a moyen de les surmonter en vous entraînant un maximum à comprendre mieux et à reformuler dans votre tête de façon affirmative la question. Alors c'est une impression personnelle, mais j'ai l'impression que les questions avec notes, il y en a beaucoup plus dans la partie B, peut-être en raison de son format différent, parce qu'on doit étudier plusieurs documents. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez remarqué ou non, ou si c'est seulement une impression personnelle que j'ai. Alors ensuite, le troisième point dans lequel je voulais revenir, spécifique à la partie 7B, c'est qu'il faut véritablement gérer votre temps de façon optimale. Alors ça, je l'ai répété pour la partie 7A, et je tenais vraiment à le souligner ici dans la partie 7B, la gestion du temps est primordiale. Dans la partie 7 qui comprend en tout 54 questions, donc vous l'aurez compris, la partie 7B, 25 questions, la partie 7A, 29 questions. Pour chacune de ces questions, vous devez consacrer une moyenne de 1 minute. Ça ne veut pas dire que vous devez rester 1 minute sur une question. C'est une moyenne. Donc ce qui peut vraiment vous faire gagner du temps, ce sont les questions de vocabulaire. Alors les questions de vocabulaire, c'est quand on vous demande la signification d'un mot ou ce qui s'en rapproche le mieux. Ce qui peut vous aiguiller dans la question, c'est qu'on va vous orienter vers le texte en question dans lequel le mot se trouve. Alors aussi, ce qui peut vous faire gagner, c'est si vous vous êtes préparé efficacement en amont du test d'anglais. Donc là, toute cette partie vocabulaire, ça va se jouer en amont, pendant votre préparation TOEIC. C'est vraiment important d'inclure l'apprentissage de l'anglais tout au long de votre préparation. Et parmi les méthodes que je recommande, c'est lorsque vous rencontrez un mot de vocabulaire, vous devez impérativement apprendre tous les synonymes de ce mot. Ça vous fera gagner un temps fou pendant l'examen. Ça vous permettra d'expédier ce genre de questions pour vous concentrer sur les questions les plus difficiles. Donc repérez bien les questions de vocabulaire dans un premier temps. Essayez de cibler les mots en question dans le texte. Et si vous avez vraiment du mal avec ce mot de vocabulaire, essayez de déterminer le contexte. Le contexte, c'est une notion très importante au TOEIC. Ça va vraiment vous aider à répondre au mieux aux questions et en particulier de vocabulaire. Donc une gestion du temps impeccable, ça passe par une préparation en béton en amont. 25 minutes grand max pour cette partie et ça sous-entend que vous avez respecté le délai imparti pour les parties précédentes. Donc on va dire un bon quart d'heure pour les parties 5 et 6 et 29 minutes grand max pour la partie 7A. Vous l'aurez compris, 1 minute par question, 54 questions, 54 minutes. Donc tout ça, ça s'apprend, ça se perfectionne en faisant des TOEIC blancs. Parce que l'objectif ici dans cette partie 7, c'est de tester la capacité d'un candidat à faire ressortir les informations correctes et pertinentes. Donc si je récapitule ici, premier point, attention à la même information qui peut être différente d'un document à l'autre. L'astuce que je vous donne ici, repérez bien la chronologie des documents. Deuxième point important, lisez bien les questions avant de répondre. En particulier les questions avec notes, les questions interro-négatives. C'est le gros piège ici dans la partie 7 et en particulier dans la partie 7A. Essayez si possible de reformuler cette question dans votre tête de façon affirmative. Troisième point important, apprenez les synonymes des mots pour vous permettre de gagner du temps dans les questions de vocabulaire. Et ce temps que vous aurez gagné, vous pourrez le dédier aux questions les plus difficiles. Rappelez-vous, 1 minute par question en moyenne. Donc là, ici, réussir la partie 7B du TOEIC nécessite vraiment une combinaison de stratégie et d'une préparation rigoureuse en amont. En adoptant cette technique et ces méthodes que je viens de vous présenter et en complétant cette vidéo avec la vidéo que j'ai faite sur la partie 7A, vous pourrez aborder cette section
avec plus de confiance et d'efficacité. Alors avant de partir, lâchez-moi un like, ça me ferait vraiment plaisir et surtout ça permettra à cette vidéo d'être visible par d'autres candidats au TOEIC comme vous pour qu'ils puissent eux aussi réussir la partie 7B du TOEIC. Et si en ce moment vous préparez le TOEIC, vous êtes libre de vous abonner à cette chaîne pour être sûr de recevoir du contenu toujours mis à jour sur le TOEIC et sur l'apprentissage efficace de l'anglais pour vous faire gagner du temps. Rappelez-vous que la clé du succès réside dans la pratique régulière et la mise en œuvre de ces stratégies lors de vos sessions de révision. N'oubliez pas que chacun de vos efforts vous rapproche de plus en plus à votre objectif de score TOEIC. Voilà, je vous dis à très vite sur edtestanglais.com.